parler de Ramsès III à l'occasion de la sortie de Ramsès III, Complot contre Pharaon, aux éditions Alphée. Et vous le savez sans doute, eh bien, Ramsès III a laissé dans la vallée des rois de nombreux vestiges, mais pas essentiellement dans la vallée des rois. Ceux qui vont visiter Luxor ont la chance de pouvoir voir le temple de Médinet Abou, qui est l'un des temples les mieux conservés parmi ceux des pharaons, et c'est justement le temple qu'on dit de Ramsès III, bien qu'il y ait eu des petits temples qui aient été construits avant celui de Ramsès III, notamment par la reine Hatshepsut. Eh bien, c'est Ramsès III qui en a fait un monument extraordinaire à sa gloire, puisque c'est ce qu'on appelle son temple de millions d'années. C'est celui donc qui honora son image et son souvenir pour l'éternité. Donc ce temple d'ailleurs était constitué d'un palais, mais il était aussi constitué d'un endroit où on honorait évidemment les dieux, et il était constitué de sanctuaires où se rendait non seulement le roi, mais également sa famille ou les notables pendant les fêtes. Alors, il se trouve que dans la vallée des rois, il n'y a pas seulement que dans la Thèbes ouest, il n'y a pas essentiellement que le temple de Ramsès III. Il y a aussi sa tombe qui est dans la vallée des rois, et il y a dans la vallée des reines plusieurs tombes de ses fils. Alors, quand vous visitez Médinet Abou, donc ce temple de Ramsès III, on est d'abord frappé par la façade qui est plutôt d'époque ptolémaïque, c'est-à-dire de l'époque des Cléopâtres. C'est une époque beaucoup plus récente, puisque sous Ramsès III, nous sommes vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que l'époque des Cléopâtres se situe vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est d'abord ce qui nous frappe, et à la fois par les couleurs et puis évidemment par les dessins. Mais petit à petit, plus on entre dans le temple et plus on retrouve donc des souvenirs en fait, des témoignages, voilà, je cherchais le terme, de la vie de Ramsès III, que ce soit quand il a lutté contre les Libyens, contre les Asiatiques, toutes les campagnes qu'il a menées, mais aussi sur la vie quotidienne qui se déroulait à Médinet Abou ou bien au palais, où il recevait donc de nombreux ambassadeurs. Donc on le voit représenté sur les bas-reliefs à son balcon d'apparat. Et puis il y a également des représentations de scènes sportives et de concours, car il organisait donc des festivités et des concours entre les étrangers et les Égyptiens. D'ailleurs, entre parenthèses, pour l'anecdote, sachez que c'était souvent les Égyptiens qui étaient battus, ce qui le mettait hors de lui. Donc un grand pharaon, Ramsès III, avec ce témoignage du temple de Médinet Abou. Bon, l'ensemble a été retrouvé il y a au XVIIIe siècle, mais il faut savoir que Ramsès III a commencé la construction de son temple au XIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'il a commencé en l'an 5 du règne, et comme il a eu un long règne, donc ça lui a permis de surveiller les travaux presque pendant tout son règne, et que ce temple a été achevé en 1173 avant Jésus-Christ. Donc l'ensemble a été entouré d'une enceinte d'une épaisseur de 10,50 mètres, haute de plus de 18 mètres. C'est un monument absolument extraordinaire, un mur donc qui était protégé de l'envahisseur par des tourelles, par des portes fortifiées, et les pièces elles-mêmes, comme je vous l'ai dit, étaient toutes décorées de la vie quotidienne de Ramsès III. Il y avait donc le pylône. Le pylône, c'est l'entrée en fait, c'est ce qui permet d'entrer. Le pylône, ça veut dire l'entrée en grec. Pylos, c'est la porte. Donc le pylône a 22 mètres de hauteur, et dans la cour se trouvent 7 piliers qui sont toujours debout à l'effigie d'Osiris, du dieu Osiris, le dieu des morts. Un second pylône, donc une seconde porte, permet d'accéder à une cour plus grande, et dans l'enceinte ont été retrouvés des restes de magasins, de chapelles, des habitations, un nilomètre, pour contrôler chaque année la hauteur du Nil. Car vous savez que quand on connaissait la hauteur du Nil, on pouvait également évaluer les récoltes et évaluer les impôts. Donc les murs des greniers des ateliers sont gravés de textes économiques justement à ce sujet, mais il y a aussi des scènes de chasse, des scènes de harem, des rappels des exploits et des guerres de Ramsès III, je vous disais notamment contre les Libyens et les Asiatiques, et tout cela évoque évidemment la vie qui était menée au palais, qui attenait au temple
quand Ramsès III se rendait à Thèbes ouest, car il avait également un temple de l'autre côté du Nil, à Thèbes est, que l'on appelle aujourd'hui Luxor. Voilà pour ce temple, donc on y reviendra tout à l'heure, mais ce qui nous frappe également, c'est le nombre d'enfants qu'avait Ramsès III, un petit peu moins que Ramsès II quand même, mais il en avait quand même beaucoup. Et chose rare, eh bien, c'est la plupart de ses fils lui ont succédé. Donc on peut dire que Ramsès III a été le roi le plus important de la 20e dynastie, puisqu'il a régné plus de 30 ans. On a eu la chance de retrouver sa momie dans la cachette dite de Deir el-Bahari, c'est-à-dire près du temple d'Hatshepsut à Thèbes-Ouest. Et on a retrouvé cette momie il y a longtemps. Le corps avait été caché par les prêtres d'Amon pour le protéger des pilleurs de tombes. Et donc, comme je vous le disais, on a également retrouvé Ramsès IV, Ramsès VI et Ramsès VIII, trois de ses fils qui sont devenus pharaons. Il faut savoir que Ramsès V a succédé à son père Ramsès IV et que Ramsès VII a succédé à son père Ramsès VI. Alors, malheureusement, ils sont morts sans héritier. C'est souvent la fatalité dans les dynasties égyptiennes. Mais Ramsès VII forma son neveu au métier de roi puisqu'il n'avait pas de fils. Et c'est le fils de Montou Erkepetchef, l'un des fils de Ramsès III, qui devint donc Ramsès IX et qui eut, lui, des descendants qui ont permis d'assurer la succession. Donc, une belle dynastie de Ramsès. Et nous qui se trouve à Thèbes ouest face à Luxor. Alors un temple qui, je vous le disais, rapporte les exploits de Ramsès III sur les Libyens, sur les Asiatiques, mais également contre les fameux peuples de la mer. C'est un lieu, ce temple, qui a été exploré dès 1858, qui a été dégagé par Auguste Mariette en 1895, puis par Grébeau. Alors il a été fouillé aussi par le fameux Théodore Davis en 1912, et ce sont toutes ces recherches qui ont permis de mettre à jour non seulement les textes de procès, on y reviendra, le papyrus Harris qui porte le nom de son premier propriétaire, découvert en 1855 et qui est actuellement conservé au British Museum à Londres, donc le papyrus Harris qui retrace la vie quotidienne de Ramsès, et le fonctionnement de l'administration. Alors ce papyrus, on sait que c'est le plus long connu aujourd'hui, aurait été rédigé par Ramsès III ou bien par son successeur Ramsès IV, probablement par son successeur, mais qui reprend les idées de son père. Alors ce texte représente bien sûr dans une première partie tout un discours qui est adressé aux dieux, et dans la seconde partie, eh bien, ça concerne plus le peuple et tout ce que Ramsès III a décidé de faire comme réforme. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que je vous disais justement que les fils et petits-fils ou neveux de Ramsès III ont réussi à s'imposer comme pharaons. Eh bien, au temple de Médinet Abou ont été ajoutés justement les noms de Ramsès VI, qui n'est autre qu'Amenerkep-Etchef II, c'est-à-dire le deuxième Amenerkep-Etchef que Ramsès III a eu, puisqu'il a appelé l'un de ses fils qu'il a eu avec la grande épouse royale Amenerkep-Etchef, et avec la seconde épouse qu'il a eu également un Amenerkep-Etchef qu'il a appelé deuxième. Et donc le nom de Ramsès VIII a également été rajouté sur les murs du temple de Médinet Abou, et là il s'agit de Seti Erkep-Etchef II, et c'est la même histoire que pour Amenerkep-Etchef, il l'a eu donc avec sa seconde épouse. C'est intéressant de savoir que cette famille était assez liée, puisque Ramsès VI tint lui-même avoir mentionné tous ses frères sur le temple de Médinet Abou. Donc il a fait en sorte de garder bien la mémoire de ce que ses frères avaient fait, à l'exception du futur Ramsès VIII, c'est-à-dire le Seti Erkep-Etchef Ier, peut-être justement parce que c'était un fils de la première épouse de Ramsès III. Alors Ramsès IV devint général en chef avant de régner. Il a conduit, on sait, avec succès une expédition en Nubie. Quand son père est mort, donc quand Ramsès III est mort, il avait 45 ans, et il n'a vécu que 6 ans de plus que lui. C'est vous dire si Ramsès III a vécu longtemps et si
son règne a été long, je vous le disais, 30 ans. Un document et un rapport au vizir Tho rappellent que 2 sarcophages ont été apportés dans la vallée des Princes pour Ramsès IV, peut-être ceux justement de Ramsès IV, d'Amenerkep et Chef Ier également. Et on trouve également dans une forteresse qui se trouve au lieu-dit de Tel El Yaoudiye. C'est un lieu qui est aujourd'hui en ruine, mais qui appartenait au domaine du dieu Ré d'Héliopolis. Eh bien, on a retrouvé un temple de Ramsès III également. Malheureusement, il ne nous reste que les bases, les piliers, quelques colonnes. Et on sait en tous les cas que tous ces vestiges, si vous êtes intéressé justement sur toute la vie de Ramsès III, ont été conservés au musée de Cambridge. Alors, ce qui marque surtout le règne de Ramsès III, en dehors de sa lutte contre les peuples de la mer, c'est bien sûr le fameux complot de la favorite Tilly qui tente de tuer le pharaon pour mettre son fils Pantaour à la place du pharaon. Donc tout ce complot va habiter, on va dire, la vie de Ramsès III, toute la fin de la vie de Ramsès III, et à l'insu du roi, puisque lui-même ne détectera rien de ce complot. Et la favorite Tilly va réussir à mettre tous les fonctionnaires dans sa poche. Il était assez facile à l'époque de corrompre les Égyptiens, et donc elle a été assez habile justement pour avoir tous les grands et les puissants de son côté. Quand un règne comme ça de pharaon dure pendant assez longtemps, c'est toujours facile d'organiser un complot parce que tout le monde se lasse de la présence du roi, et les notables, ceux qui ont plus d'argent que le roi et souvent plus de puissance dans les différents quartiers d'Égypte, eh bien, ce qu'on appelle les nomes d'Égypte, eh bien, tous ces gens-là tentent de prendre le pouvoir. Alors voilà. Elle avait échafaudé ses plans, elle avait réfléchi longuement aux possibilités qui s'offraient à elle, interrogé ses conseillers, réuni les plus hauts fonctionnaires, redoutant une révolte du peuple égyptien tout entier. Elle avait ainsi pu leur promettre de nouveaux postes, plus prestigieux que les précédents, qui les flattaient. Peu à peu, elle avait également convaincu les membres des différents clergés et acquis un pouvoir occulte qui échappait au pharaon. Elle savait agir avec efficacité et discrétion, sans avoir l'air de s'imposer, alors que son seul objectif était de placer son fils sur le trône d'Égypte. Elle prit dans sa main son petit sac en peau, en tira une magnifique turquoise brute et la glissa dans la main du garde. Petit, le front dégarni, les sourcils épais et le regard fuyant, celui-ci referma sa paume sans la remercier. « Tout est prêt, lui demanda-t-elle sans aucune marque de sympathie envers un homme facile à acheter, pour lequel elle n'éprouvait qu'un profond mépris. Les scribes, les hauts fonctionnaires, les soldats et les prêtres ont tous donné leur accord. J'ai su les convaincre, répond donc ce scribe. Il soulignait ainsi qu'il avait mérité la récompense qu'il venait de recevoir, et la favorite préféra ne pas relever cette impertinence et le laisser poursuivre. Demain, Ramsès III, Horus d'or, aura rejoint le domaine des bienheureux. Les dieux nous permettent de naviguer sur le Nil comme nous le souhaitons. Parfait, répondit la favorite, nous y travaillons depuis des mois, rien n'a été laissé au hasard, dans quelques jours mon fils remplacera sur le trône d'Égypte le roi tout-puissant. Cette affaire dure depuis trop longtemps, maîtresse des deux terres, répond le scribe. Il est même étonnant que Pharaon n'ait pas eu vent du complot ourdi contre lui. S'il l'apprenait, lui répond Tilly, Ramsès III ne saurait échapper à nos décisions, il est trop tard pour lui. Ces mots la rassuraient, mais elle avait encore des doutes et se méfiait des fidèles du roi. Comme des bruits de pas se faisaient entendre, ils s'interrompirent et attendirent le retour du silence. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, ajouta la favorite abruptement sur un ton glacial, je n'ai qu'une envie, que mon fils devienne roi. Le responsable des impôts et des céréales les rejoignit et leur confirma qu'ils avaient tiré au sort celui qui tuerait le roi.